Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 1! 1959, le cochon de terre ou l'année de l'éveil du hobby du jeu de société. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Avant de me lancer, je suis en compagnie d'Antoine et Pierre pour ce premier épisode de la saison 12. Bonjour messieurs. Bonjour Simon, bonjour Pierre. Bonjour messieurs, je suis quand même un peu déstabilisé, je m'attendais à une coupe de paix. P7, l'historien du jeu. Depuis qu'on a commencé à plus mettre de P, là, il est tout désemparé. Cette saison-ci va être un peu différente de ce que vous avez connu et on veut être un peu plus compact, alors on met un peu moins de P. C'est un réel plaisir pour nous d'être de retour avec la saison 12. Il y a eu plusieurs commentaires suite à la saison 11. La saison la plus controversée de l'histoire de Balado Ludique. On s'est fait des ennemis, on s'est fait des amis, on a eu des nouveaux collègues de travail qui se sont joints à nous, on a expérimenté beaucoup. Bref, la saison 12 sera très différente. Nous avons un concept que nous allons suivre tout au long de la saison. En fait, à chaque épisode, nous allons vous parler d'une année. On va le faire de façon chronologique, mais c'est pas nécessairement en séquence. Donc aujourd'hui, on fait 1959, mais vous voyez, la semaine prochaine, ce sera 1963, 1979, 1986, et ainsi de suite pour finir à l'épisode 10 en 2011. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on va continuer comme concept par la suite, mais là, au moins, on voulait l'essayer cette fois-ci. Et la formule sera toute simple. Nous aurons deux chroniqueurs, deux spécialistes par épisode. Aujourd'hui, nous avons Antoine et Pierre. Alors, on peut dire qu'on commence en beauté. Et je vous dis pas c'est qui les autres personnes. Vous aurez la chance de le découvrir. Nous aurons quelques petites surprises pour vous, quelques déceptions et quelques joies aussi en même temps. Bien entendu, je risque de l'oublier souvent, mais là, je l'oublierai pas en commençant la saison. Merci énormément au Patreon. Vous êtes notre communauté, notre base la plus solide et je le sais qu'on s'occupe pas si bien de vous, mais merci vraiment. C'est en grande partie grâce à vous qu'on continue à le faire après 12 saisons, plus de 150 épisodes de Balado Ludique. C'est grâce à vous. Sinon, les autres, merci de votre écoute. Merci de nous suivre sur Facebook aussi. Ça permet d'avoir le pouls un peu des gens qui sont actifs. Merci à ceux qui commentent sur YouTube. Et le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de partager les épisodes que vous appréciez. Alors, sur ce, et sans plus tarder, on va se lancer directement dans la machine à voyager dans le temps et nous nous retrouvons en 1959. On va prendre quelques instants pour peut-être mettre la table, se remettre dans le contexte. 1959, nous sommes à l'aube des années 60, un moment de révolution mondiale incroyable. C'est la guerre froide, on est en plein cœur de la guerre froide. Je vous nomme quelques conflits aussi à l'international qui vont peut-être vous sonner des cloches ou non, mais la guerre en Algérie, la révolution cubaine avec Fidel Castro, la guerre civile au Laos, soulèvement au Tibet. On est encore une fois à l'aube de la guerre du Vietnam. Donc vraiment, c'est une époque chaude où il se passe énormément de choses. Plus près de nous au Québec, c'est quand même un moment assez spécial parce que c'est l'année qui marque le décès de Maurice Duplessis, qui était le premier ministre, qui est lui-même remplacé par Paul Sauvé, qui meurt moins d'une année plus tard, qui est lui-même remplacé par Antonio Barrette, qui va être défait aux élections 6 mois plus tard. Alors, en moins de 2 ans, on a eu 4 premiers ministres différents. Tout ça après, bien entendu, c'est Jean Lesage là, qui est arrivé par la suite et qui a mené le Québec dans la Révolution tranquille, mais quand même, hein, c'est 4 premiers ministres en 2 ans à peine. Donc, encore une fois, un moment bouillant et chaud. C'est important de mentionner que c'est
partout dans le monde, au Québec, au Canada, c'est une période de grands changements, de grands bouleversements, en fait, tant au niveau politique que social, artistique. Donc, c'est vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'entend qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés dans la façon de vivre, dans la façon de voir les choses. Là, pour Oui, ça. vas-y Pierre, excuse-moi. Bon, en fait, je voulais juste dire que l'éveil du hobby de jeu de société, c'est un peu une référence à ça aussi. Exact. Ces changements-là vont vraiment se répercuter dans les jeux qui vont sortir et dans l'importance des jeux et même dans leur thématique aussi. Fait que juste pour revenir un petit peu dans le contexte vite, ben c'est le début du syndicalisme au Québec aussi, on le sait avec la Révolution tranquille qui commence à germer, qui germe depuis quand même plusieurs années, mais là qui va vraiment éclore. L'apparition de la pilule contraceptive et d'un autre côté le lancement du magazine Playboy, c'est l'émancipation de la femme en général aussi. Paradoxal que cela puisse paraître. Ouais, je dirais pas que Playboy, c'est l'émancipation de la femme, mais bon. Ben, le féminisme a plusieurs facettes, hein, donc ça c'est quelque chose. Bon, on n'est peut-être pas on a peut-être pas le bon sexe pour en débattre aujourd'hui, mais c'est aussi le lancement de la fameuse poupée Barbie, en fait, qui a été un jouet que des millions de jeunes filles et de quelques garçons ont pu côtoyer durant plusieurs années, qui est encore très populaire de nos jours. Sinon, côté techno, c'est Xerox qui lance le premier photocopieur, première photo de la Terre vue de l'espace. Oui, ça a pas l'air rond, effectivement, j'en conviens. Je veux pas lancer de conspiration, là, mais bon, c'est vrai que ça a l'air d'une pizza, là, je suis prêt à en convenir. Dans les sports, ben on a Jacques Plante, en fait, qui est le premier gardien de but à porter un masque. Hein, fait que ça vous remet aussi dans l'époque. En fait, je veux juste préciser que c'est pas le premier à porter un masque. Il y a Clint Benedict, à peu près 30 ans avant, je pense en 1930, là, qui l'avait fait. Par contre, Jacques Plante, ça a été le premier à le porter de façon régulière. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a une petite histoire, là, il a mangé un slap d'en face pendant une partie. Et malheureusement, il n'y avait pas de gardien substitut durant cette partie-là. Le deuxième gardien était malade ou blessé, mais il n'était pas présent. Fait qu'il n'y avait pas le choix de retourner sa glace. Et le directeur général ne voulait pas qu'il porte de masque, mais il a dit, ben, si je porte pas de masque, je retourne pas sa glace. Donc, il a comme pas eu le choix, puis c'est resté par la suite. Donc... quand même une drôle d'histoire. Hein. Encore là, c'est une révolution, puis on peut même mettre ça avec le syndicalisme aussi. C'est la protection des travailleurs, en fait, parce que joueur de hockey, ça reste un travail aussi. Donc, c'est dans la même veine. Là. Et bien entendu, c'était l'époque où le Canadien de Montréal pouvait gagner 4 Coupes Stanley consécutives avec Maurice Richard, Henri Richard et Boum Boum Geoffrion. Une époque que je n'aurais pas connue, mais que les légendes nous font encore vibrer. Hein. Pierre, il a connu ça. Il était né, lui, à cette époque-là. Mais Pierre, il était pas même arbitre pendant la conquête de la Coupe Stanley de 59? Je pense que je t'aurais déjà vieux pour ça. Ah ouais, c'est trop vieux pour patiner. T'étais déjà en retraite. Ouais. Sinon, ben, côté culture, on le sait, les années 60 s'en viennent, mais là, on est juste avant, donc il y a quand même beaucoup d'effervescence qui se passe. T'avais une belle anecdote sur Elvis, je crois, Antoine. Oui, en fait, Elvis, qui était vraiment dans le fort de sa carrière musicale. En fait, en 1958, il est parti pour faire son service militaire. Donc, il était même plus sur la scène musicale. Entre 58 et 60, il était plus là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que la maison de disques, en fait, avec laquelle il avait signé, a décidé de mettre sur le marché quelques chansons inédites qu'il avait enregistrées déjà dans les années passées. Par contre, des chansons inédites, généralement, c'est des chansons qui sont moins bonnes que les autres. C'est pour ça qu'ils ont été mis de côté. Donc, on s'entend que ça n'a pas été des gros succès. Ça a quand même pogné parce que ça reste du Elvis. Mais ça n'a pas été le gros succès que Elvis était habitué, disons. Et quand il est revenu, en fait, il est tombé dans le cinéma beaucoup plus que dans la musique. Donc,
Non, ben pour les fans du mouvement beatnik et de toute cette époque aussi de liberté un peu folle, ben c'est Miles Davis qui fait son plein. Je savais pas exactement qu'il avait réinventé le jazz avec cet album Kind of Blue à cette époque-là, mais c'est quand même une époque qui a été marquée par des grandes figures du jazz américain. Oui, ben à vrai dire, Miles Davis, pour ceux qui connaissent le jazz, c'est une figure majeure pour avoir amené le jazz fusion, jazz moderne des 50 dernières années, et, euh, et son évolution en fait par la suite. Mais Kind of Blue était déjà en train de... En fait, c'est son disque le plus fameux. Tous les fanatiques de jazz, surtout les fanatiques de Miles Davis vont probablement s'entendre là-dessus. C'est le chef-d'œuvre de Davis et c'est ce qui annonçait un peu son style euh, et ce qu'on appelle aussi du jazz modal qu'on appelle. Mais bon, on passe sur l'histoire de la musique. Disons que Miles Davis a fait son empreinte en 59. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à le remarquer. Et un autre sujet sur lequel on aura probablement un consensus, c'est que, bon, c'est pas exactement en 1959, on va plutôt dire 1960, mais en 59, c'était là, ça existait et c'était les débuts du groupe de musique probablement le plus emblématique et le plus influent de l'histoire de la musique. Pierre va peut-être nous dire que c'est ABBA d'un autre côté, mais les Beatles, bien entendu. Je pensais que t'allais dire les Cowboys fringants. Ah, ben, au Québec, ça a eu son lot d'influence, mais c'est quand même les Beatles. Ce groupe existe déjà quelque part dans quelques sous-sols de Liverpool, le garage de la mère de John Lennon, je crois bien, où ils sont en train de pratiquer leurs premiers accords, justement en faisant des covers d'Elvis. Maintenant, allons un peu plus près de qu'est-ce qui nous intéresse, donc les jeux de société. On peut dire que c'est aussi l'année de naissance de Philippe Despalières, alors qui est l'un des créateurs de Loup-garou de Tierce-Lieu. Ouais, le jeu Loup-garou qui a eu quand même une grosse empreinte sur le jeu de société. Un des jeux, sinon le premier donc d'identité secrète. Que les ados adorent, les jeunes adorent ça. On avait même eu un entretien avec l'autre auteur des Loups-garous, Monsieur Hervé. Quoi son nom? Hervé Marly, merci Pierre. Donc, c'est un jeu qui a quand même laissé sa marque. Donc, Monsieur Despalières, qui a aujourd'hui 62 ou 63 ans. Et ben ça, on en a parlé beaucoup dans la saison 10 avec Pierre, mais c'est aussi l'officialisation d'une compagnie qui existait déjà depuis plusieurs années, Avalon Hill, qui a porté sur ses épaules le hobby du jeu de table un peu plus gamer, si on peut le dire, donc un peu plus avancé pendant des dizaines et des dizaines d'années, en fait. Donc Avalon Hill qui est un mastodonte de l'histoire du jeu de société. Il existe encore aujourd'hui, en fait. Oui, ben, qui a été sous une forme dissoute et non indépendante, on va le dire comme ça. C'est ça. Parce que dans les années 50, c'est une compagnie qui a pris naissance en 52 dans le garage de M. Charles S. Roberts, le fondateur de la compagnie, qui a créé sa compagnie pour éditer son jeu Tactics, qui était le premier jeu qu'on pourrait considérer comme wargame moderne. Et donnait naissance avec ça au hobby du jeu société wargame. Et par la suite, Tactics 2 est arrivé en 57 et Gettysburg aussi. Et là, ça l'a vraiment confirmé que Roberts allait développer un filon qui allait aller chercher des amateurs, un public qui s'intéressait à ça, parce que le public qui s'intéressait à ça était ceux qui étaient les enfants ou même ceux qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on était encore fraîchement à la post-Deuxième Guerre mondiale, dans 59. Et c'est quand même quelque chose qui était dans l'esprit de plusieurs personnes sur comment c'était
comment ça s'est vécu, surtout ceux qui n'ont pas été sur le terrain, mais qui étaient plutôt les personnes apparentées à ceux qui étaient sur le terrain et qui fantasmaient à savoir comment que ça aurait pu finir autrement. Mhm. Et Roberts a voulu satisfaire ses fantasmes avec ses jeux tactics, qui sont des jeux qui ne se déroulaient pas du tout dans un monde réel, mais un monde fictif, mais des jeux par contre qui simulaient qu'est-ce que c'était des combats d'armées militaires contemporaines de son époque. Avec des petites carrés sur des cartes géographiques qui étaient aussi quadrillées. Mais en Ce que les wargames font encore, d'ailleurs. Ce que les wargames, plusieurs wargames font encore. C'est rendu des hexagones. Ça, c'est la seule La amélioration. seule innovation. C'est ça. Et puis, désolé aux gens là, qui aiment les wargames à la maison. Là. On voulait pas sembler vilain. Mais comme Roberts a eu beaucoup de succès avec son Tactics 2 et son Gettysburg, il a été capable d'investir dans quelque chose de plus sérieux pour faire de sa compagnie ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire une compagnie avec des employés. Et c'est en 59 que c'était à le prix forme. C'est dans un immeuble. Je pense que c'était à Chicago. Et c'était vraiment le début d'une aventure quand même très surprenante parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait eu tant de succès pour Avalon Hill en 59. Dans les années qui allaient suivre, les beaux jours d'Avalon Hill allaient se faire. D'ailleurs, Roberts a sorti d'autres jeux à cette année-là. Un jeu qui n'était pas de son cru. Un jeu, en fait, qui avait été créé par des avocats. Et qui simulait finalement qu'est-ce que c'était un procès. En tant que tel, par contre, je ne me souviens plus exactement du nom. C'était-tu Verdict? Verdict, exactement. Merci Antoine. Donc, le premier jeu que Roberts n'avait pas créé, qu'il éditait lui-même dans sa compagnie. Il a aussi créé un jeu qu'il a édité aussi, qui est une bataille de sous-marins, en vrai dire, U-Boat, un duel de sous-marins. Ou en fait, c'est pas un duel de sous-marins, c'est un duel entre un sous-marin et un bateau de guerre. Donc, encore une fois, il perpétuait cette espèce d'engouement pour ceux qui fantasmaient sur qu'est-ce que c'était la guerre. Et il se basait évidemment sur un hobby, ou pas un hobby, mais plutôt une méthode que les généraux d'armée eux-mêmes utilisaient 150 ans avant. C'est-à-dire, même dans les guerres napoléoniennes, on avait des maquettes miniatures de territoires avec des unités, des figurines qui représentaient les forces qui étaient en combat. Et les généraux s'amusaient à planifier avec ces figurines qu'ils plaçaient sur les territoires comment ils planifiaient le combat qui était qui était à venir, finalement. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le Kriegspiel en Europe, les jeux de guerre, littéralement, en allemand. Donc, des simulations de jeux de guerre. Et Roberts a repris ce principe-là pour le rendre beaucoup plus accessible, non pas avec des maquettes miniatures, mais simplement des plateaux modestes avec des petits carrés qui représentent des unités. Et c'est vraiment l'envol du hobby, du jeu de société qui s'est fait avec ça, parce que, on va le voir, après ça, est arrivé d'autres jeux qui ont renforcé la niche qu'on venait de découvrir pour nourrir ce nouveau hobby. Pierre, je te dirais que c'est tellement un beau segway que lance-toi. Hein? Oui, à vrai dire, peut-être que le plus connu de tous ces représentants de cette nouvelle niche serait le premier à mentionner, parce que Roberts avait flairé la bonne chose à faire. Pendant que lui, aux États-Unis, essayait de reproduire le Kriegspiel d'une façon moderne, il y en a un en France qui, lui, ne pensait pas du tout au Kriegspiel, mais pensait plutôt aux échecs. Mais, comme la plupart des Européens des années 50 aussi, étaient très imprégnés des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, alors il avait à l'esprit un jeu d'échecs qui pouvait se jouer sur une carte géographique mondiale. Et c'est comme ça que le jeu de Risk est né, sous le titre de La Conquête du Monde, par un certain Albert Lamoris, autour de 1954. Et c'était un jeu, La Conquête du Monde, qui n'était pas tout à fait
comme risque quand M. Albert Lamoris l'a inventé. Faut-il mentionner aussi, avant de mentionner comment le premier risque était, que Albert Lamoris n'était pas un créateur de jeux à la base. C'était pas quelqu'un qui, comme Charles S. Roberts, voulait partir son entreprise pour faire des jeux. C'était un cinéaste. C'est d'ailleurs un cinéaste qui a eu plusieurs succès, d'estime, mais aussi de critique. Il a fait des courts-métrages et des documentaires, et un de ses courts-métrages, Le Ballon Rouge, a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage en 1956. Donc c'était quand même un monsieur dont on ne soupçonnait pas du tout qu'il aurait pu créer Risque. Parce que les courts-métrages qu'il faisait d'ailleurs avaient quelque chose de très poétique. Le court-métrage du Ballon Rouge, c'est un ballon qui se lie d'amitié avec un petit garçon. Alors vous imaginez qu'on est pas mal loin des armées qui s'affrontent à travers une carte mondiale. Mais il était quand même fasciné par les échecs. Et il était fasciné aussi, M. Lamoris, par les vues aériennes. Il a d'ailleurs inventé une sorte de caméra qui était la première caméra qu'on pouvait utiliser à vue d'oiseau, qu'on a appelé le HeliVision, une caméra qui était stabilisée, qui a donné finalement la première version des caméras aujourd'hui utilisées pour faire des films lorsqu'on prend des vues du ciel, ou avec des drones même. Donc, il était fasciné par les vues d'horizon. Alors, c'est probablement pour ça qu'il s'est imaginé une grande carte mondiale où on pouvait se battre comme aux échecs. Et là, il a imaginé des règles, évidemment, qui étaient très simples. Vous pouvez probablement le constater, parce que si vous avez déjà joué à Risque, vous savez très bien que ça se résume vraiment à des lancers de dés et des déplacements de pions sur des territoires sur une carte mondiale. Et à cela, on ajoute des cartes. Mais la conquête du monde, par contre, avait des règles un petit peu plus alambiquées. C'est-à-dire que on n'avait pas nécessairement juste des lancers de dés et des cartes. À vrai dire, il y avait des petites règles spéciales qui faisaient en sorte que, par exemple, on ne recevait pas, comme dans le Risque d'aujourd'hui, des cartes si jamais on avait fait au moins une conquête à son tour. À la place, on recevait toujours une carte au début de chaque tour. Et les séries de cartes qu'on pouvait faire, qui pouvaient nous donner des armées bonus, comme dans le Risque normal d'aujourd'hui. Le Risque normal d'aujourd'hui, c'est des cartes qui sont 3 symboles différents ou 3 symboles identiques. Dans la conquête du monde, c'était 3 symboles identiques seulement. Et il y avait aussi des petites règles qui étaient plutôt alambiquées, qui témoignaient finalement que M. Lamoris n'était pas nécessairement un créateur de jeux naturels. Par exemple, vous ne pouviez pas déplacer de troupes qui avaient participé à un combat durant le tour où vous avez utilisé ces armées-là pour faire le combat. Et si un joueur était complètement éliminé de la partie, il fallait que le premier joueur de la partie ait accompli son 4e tour avant que ça puisse se produire. Sinon, qu'est-ce qui arrivait? Sinon, le jeu ne fonctionnait pas. Il fallait recommencer. C'est un peu étrange comme règle, en fait. C'est juste que ton jeu est débalancé, donc tu essaies de rajouter une règle pour empêcher que quelqu'un se fasse ramasser. Mais c'est artisanal, hein. On est à une autre époque. Oui, tout à fait. Mais c'est la beauté de la chose. C'est quand même... Tu vois ça aujourd'hui, ce genre de règles, et on ne trouvera plus ça nulle part, jamais. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, il a présenté son jeu à la compagnie Miro, l'éditeur par excellence des jeux de société français dans les années 50, et quand même pendant 20 ans ensuite. Miro est un peu l'équivalent en France de ce que Parker Brothers a été aux États-Unis. Miro, évidemment, a fasciné le jeu, mais Miro avait justement une entente avec Parker Brothers dans les années 50 pour faire en sorte qu'il pouvait traduire des jeux de Parker Brothers et les importer en France, et en échange, Parker Brothers pouvait faire la même chose avec les jeux de Miro. Et puis, bien sûr, ça l'a avantagé énormément Parker Brothers, puisqu'ils en ont profité pour aller prendre la conquête du monde en 57 et en 59. Ça sortait sous le nom de Risque, avec des règles changées et épurées grâce à un certain Jean-René Venn qui était passé aussi avant. Jean-René Venn qui a aussi créé des jeux similaires à Risque, Rome contre Carthage, qui a été réédité il y a quelques années. Un jeu qui est similaire à Risque, mais qui implique Rome
les Romains contre les Carthaginois, et qui se joue seulement avec des cartes, un jeu de cartes normal. Mais ça, c'est une autre histoire. L'idée, c'est que Risk est arrivé en 59 et il est arrivé vraiment dans le bon temps. C'est-à-dire qu'il répondait aux fantasmes des gens qui voulaient revivre la Deuxième Guerre mondiale sans vraiment vivre les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il voulait également répondre à une époque où le jeu de société, finalement, n'était plus un loisir destiné aux enfants, comme ça l'a longtemps été, mais plutôt un loisir qui pouvait être destiné maintenant aux adultes, puisque les adultes pouvaient avoir le temps de jouer à des joutes comme Risk le permettait, c'est-à-dire qui pouvait quand même durer 2 heures. Si vous avez déjà joué à Risk, ça peut durer 2 heures. 2 heures, c'est quand même généreux. 2 heures, c'est une petite partie, ça. Là. Ouais, 2 heures, c'est quand les joueurs prennent des risques, justement. Parce que Risk... Ou ils sont tannés, puis... ouais, parce que Risk... Ils font des mouvements un peu arbitraires. J'attaque! C'est ça. Mais l'idée, c'est que dans les années 50, il est arrivé une invention qui a tellement fait un bouleversement majeur que ça a changé la vie des gens. Comme nous, on a été complètement bouleversés par un petit appareil qu'on transporte maintenant partout avec nous, qui est arrivé il y a un peu plus de 15 ans aujourd'hui. À l'heure où on enregistre cette émission, c'est-à-dire le téléphone portable. Dans les années 50, le téléphone portable, c'était la télévision. Et la télévision a vraiment complètement changé le quotidien des gens. Et dans ce changement de quotidien, dans cette monopolisation d'attention que la télévision apportait et qui tuait tous les heures de loisirs consacrées à d'autres hobbies qu'on avait, eh bien, il y avait les enfants qui maintenant avaient une nouvelle gardienne, entre guillemets. Donc, alors, cette nouvelle gardienne pouvait maintenant occuper les enfants et laisser les parents jouer à des jeux pour adultes. C'est comme quelque chose de triste dans tout ça. Mais... Ouais, j'aime bien ton parallèle avec le monde d'aujourd'hui parce qu'effectivement, les enfants sont encore pognés sur les écrans. Donc, je pense que c'est perpétuel. Là, ça changera jamais, ça. Oui, ben c'est ça. Mais Risk, donc, est arrivé dans le beau temps. Et puis, ça l'a donné lieu, d'ailleurs, ça l'a ouvert la porte encore plus à M. Roberts, mais Risk, en plus, avait cette particularité d'être arrivé, n'était pas le seul, en fait, jeu qui a pensé à faire ce qu'il a fait avec M. Lamoris qui l'a inventé. Il y en a un autre, parallèle à lui, qui a fait vraiment un bon tapage aussi, et ça, c'est Antoine qui va vous en parler. Ouais, mais moi, je vais te poser une question sur Risk. Tu dis que c'est un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale? Non, pas du tout. Ok. J'ai dit que c'est un jeu qui évoquait les fantasmes des gens. De la guerre. Ok. Ouais. Je trouvais ça étrange parce qu'il me semble que l'Australie n'était pas vraiment impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors que c'est probablement le point le plus crucial de Risk. Oui, c'est vrai. L'Australie, tu veux dire? Oui, tout à fait. oui, c'est important, l'Australie à Risk. Là. L'Australie a été, l'Australie a été impliquée dans la Deuxième Guerre mondiale comme la Première Guerre mondiale, mais le Risk, effectivement, est un scénario de guerre napoléonienne. Ouais, donc peut-être juste un petit mot sur Risk aussi, là, rapide comme ça, mais on se retrouve quand même plus de 50 ans plus tard, où ce jeu-là est encore réédité, encore modifié, transformé. Il y a eu toutes les sauces pour Risk, on le sait. Encore populaire, même il y a encore des gens qui adorent ce jeu. Peut-être que je les juge un peu, mais le but c'est pas ça. C'est vraiment plus de voir que c'est un jeu qui aura vraiment marqué quelque chose de très fort. Là. Il y a eu beaucoup de variations, en fait. Si tu regardes, il y a Risk Legacy, en fait, qui a été vraiment important, qui a été le premier jeu Legacy, donc fait par Rob Daviau. Mais il y a eu d'autres versions aussi qui ont changé certaines règles. En fait, il y a des jeux qui ont le mot Risk dedans, puis c'est plus du tout des jeux de Risk. Là. Moi, je pense à Risk Star Wars que j'ai. Qui est excellent, d'ailleurs. Qui est très bien, en fait. C'est un jeu à seulement 2 joueurs, par contre, mais avec un système d'action sur des cartes que tu dois placer d'avance, mais tu as 2 actions sur la carte. Donc, quand tu la vires, tu peux décider l'action que tu vas faire dessus. D'ailleurs, c'est un peu le Queen's Gambit là, à la Risk. Là. Il y a quelque chose d'assez spécial. Effectivement, parce que tu as comme 3 plateaux, en fait 3 combats qui se passent en même temps. Donc, tu as le combat dans l'espace, tu as le combat qui se passe sur la planète Endor,
Et tu vas avoir aussi le combat de sabre laser entre Luke et Darth Vader. Donc, J'adore ce jeu-là, ça vient de me rappeler à quel point c'est cool. Donc, tu as vraiment des actions qui vont se rapporter à certains combats, donc tu dois jouer sur tous les fronts en même temps. Parce que si tu perds sur un des fronts en tant que rebelle, tu perds la partie complètement. Donc, c'est vraiment intéressant comme. Mais bon, ça ressemble seulement. Ce qu'ils ont pris de risque, en fait, c'est seulement les combats. Oui. Tu parles de ce qu'ils ont pris de risque. Star Wars, là, ce qu'ils ont pris du risque original, c'est vraiment le fait que les combats sont résolus par des dés. Oui, ben c'est ça. Ça se limite pas mal à ça, là. Le système des dés à lancer avec 3 dés pour l'attaquant, 2 dés pour la défense. Les égalités vont favoriser le défenseur. C'est pas mal la marque du risque qui va d'une édition à l'autre qui ont été vraiment. Mon Dieu, combien d'éditions, combien de versions, on les compte plus. Ce qui est drôle, c'est que Star Wars n'utilise même pas cette mécanique-là. Il utilise une mécanique, en fait, c'est dépendamment du type de vaisseau que tu as. Tu lances un dé par vaisseau et si tu as un X-Wing, là, pour les amateurs de Star Wars, ça va te prendre un 4 ou plus pour pouvoir détruire. C'était un peu plus à la Axis and Allies. Ou même à la Shogun. En fait, je dis Shogun, mais c'est Ikuza ou Samurai Sword. Moi, je connaissais la version Shogun. Oui. C'est un peu le même principe. Donc, telle unité a besoin d'un 4 ou plus, telle autre unité, c'est 5 ou plus. Donc, ils utilisent plus ce système-là. Oui, ben c'est ça. On est assez dénaturé. Il reste juste les dés, finalement. Mais bon, la marque risque fait son... C'est ce que j'allais dire, c'est que la marque risque est tellement importante et tellement reconnue qu'ils ne se gênent pas, en fait, pour mettre le brand name là, sur les boîtes. Là. Exact. Et risque, d'ailleurs, ce qui est assez cocasse aussi, c'est que lorsqu'il est arrivé en 59 et jusque dans les années 80 même, les armées qu'on retrouvait dans Risque, c'était annonciateur de ce qu'on allait retrouver dans les jeux Euro des années 2000, 90 à 2000. Effectivement, puis ça a changé plus tard, parce qu'au départ, c'était des petits cubes en bois, puis ça a changé pour des espèces de petites étoiles en plastique là, 3D. C'est ça. Comme un triangle. Ouais. Donc, moi, c'est cette version-là que j'avais, puis ça doit dater des années 80. Donc, ouais, moi j'ai la version des cubes en bois parce que j'étais trop vieux pour faire un arbitre dans les années 50. Donc, c'est la version que tu avais, t'as reçu ça à ta retraite, c'est bon. Oui, c'est ça. Comme cadeau de retraite. Bon, ben c'est bon. Je pense qu'Antoine, tu peux nous faire passer au prochain jeu de guerre des 1959. Oui, en fait, le prochain jeu de guerre, donc, comme on disait tantôt, on parlait de la politique, puis on parlait qu'il y avait beaucoup de guerres dans le monde à ce moment-là, puis c'est vraiment cette thématique-là qui ressort encore beaucoup. Donc, l'autre jeu que je vais vous parler, c'est le fameux Diplomatie. Diplomatie est un jeu de guerre à la base, mais qui rentre de la négociation qui n'était pas vraiment présente dans les jeux de guerre jusque-là. Donc, c'est Alan B. Calamer qui a conçu ce jeu-là alors qu'il était âgé seulement de 14 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, ça, c'était ses premières idées. On s'entend que la version finale, il n'y avait pas 14 ans quand il l'a fait. Et il y a eu 14 ans en 1945, qui coïncide étrangement avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a été élevé, lui, durant la guerre. Donc, ça l'a vraiment influencé un peu ses hobbies, ses intérêts. Il s'est fait un prototype en 1954. Il a décidé de le présenter à tous les grands éditeurs américains. Et il s'est fait revirer de bord partout. Donc, il a décidé de s'auto-publier en 1959. Il a fait un Kickstarter? Oui, en fait, il est passé sur Ulule. Ah, ok. Avec une petite impression de 500 copies numérotées. Attention. Quand même beaucoup 500 quand on y pense. 500 copies, ouais. En fait, il a payé ça de sa poche. Donc, si on fait le calcul, là, il avait 28 ans à cette époque-là. Il a décidé de s'auto-publier, donc il croyait vraiment en son projet à fond. Qu'est-ce que c'est que Diplomatie? En fait, l'histoire de ce jeu-là, alors que la guerre touchait à sa fin en 1945,
Comme je disais, donc, il a lu un article sur la planification d'après-guerre dans un magazine. On se split les territoires? Ben, la planification d'après-guerre, effectivement, c'est un peu là, comment s'arranger que la guerre ne reprenne pas, comment essayer de contrôler les autres pays. Donc, c'est l'article. Ben, un peu ça. Donc, cet article passait en revue l'histoire du Congrès de Vienne. Ça affirmait qu'un monde contenant plusieurs grandes puissances, toutes à peu près égales en force, offrirait la meilleure garantie de paix. Donc, à chaque fois que l'une d'entre elles va essayer d'agir de manière agressive, les autres vont pouvoir s'unir contre cette nation-là. Donc, les faire reculer avant que la guerre éclate. Donc, c'est vraiment un système qui fait étrangement penser aux Nations Unies, qui sont aussi apparues en 1945, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce jeune-là a été fasciné par cette vision-là de l'après-guerre. Même qu'au cours d'un débat au collège, là, on se transporte quelques années plus tard, plusieurs de ses confrères jouaient la dame de pique, ce qui est un peu étrange. Je pensais pas que ça était si populaire que ça dans les années 50, la dame de pique. On a observé que le jeu était meilleur si tous les autres joueurs coopéraient contre le leader. Donc, il y avait ce qu'on appelle du fameux king-making déjà à l'époque. Oh! Ben, il y avait une sorte de coopération. Donc, déjà, la dame de pique, tu te rends compte que c'est un peu le même style que la guerre, dans le sens que on s'allie contre celui qui est plus fort pour essayer de le ramener au même niveau que les autres. Donc, la compétition était encore plus renforcée par une règle maison qu'ils utilisaient, donc avec ses collègues du collège, selon laquelle si deux joueurs étaient à égalité en tête à la fin de la partie, donc aussitôt qu'un joueur atteint 100 points lorsqu'on joue la dame de pique, la partie se termine, celui qui a le moins de points gagne. Mais là, il avait décidé que si deux joueurs avaient le même nombre de points en tête, alors tous les joueurs vont gagner. Donc, ça venait changer complètement la dynamique de jeu. Les joueurs qui étaient vraiment complètement derrière, qui n'avaient aucune chance de gagner, avaient quand même toujours la motivation d'essayer de créer une égalité entre les meneurs. Donc, ça augmentait un peu leur investissement et leur motivation dans le jeu. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, c'est l'une des choses qui rend Diplomatie encore unique 50 ans, 60 ans plus tard. Oui, exact. Donc, c'est parti d'une règle maison, en fait, qu'ils utilisaient pour la dame de pique. Donc, on voit que ces influences sont vraiment venues de un peu partout. L'autre jeu qui l'a le plus influencé pour Diplomatie, c'est les échecs. Donc, Pierre en parlait tantôt pour Risk, mais c'est un peu le même principe pour Diplomatie. Donc, il voulait avoir un nombre de cases très petit, parce que les jeux de guerre de l'époque, comme Pierre mentionnait, c'était un paquet de petits carrés avec des unités. Donc, il trouvait que c'était trop gros comme plateau et il voulait essayer de rapetisser pour concentrer le jeu sur une plus petite surface. Et aussi, le nombre de pièces était beaucoup plus petit. Donc, on parlait de 34 pièces de jeu. Plutôt que d'en avoir des 350. À peu près, là, dans les jeux de guerre, il y en avait des centaines. Donc, il a vraiment réduit le matériel pour faire ce qu'on appelle en anglais un knife fight in a phone booth. Là. Donc, du monde qui sont vraiment tous collés. On peut pas vraiment se sauver nulle part. Donc, ça augmente l'interaction entre les joueurs. Non, puis le parallèle avec les échecs aussi, il est assez marquant dans le sens que Diplomatie, il n'y a aucun hasard dans Diplomatie. Ce qui est vraiment à l'encontre de 99% des jeux de guerre, en fait. Là. Et en fait, Risk, qu'on a mentionné. Risk est l'exemple ultime de cette différence. Lui est complètement à l'opposé, effectivement, qui est seulement de la chance ou presque. Là. C'est sûr, il y a un peu de stratégie, mais si peu. Donc, il est aussi aux échecs, il dit qu'il a emprunté le mode de déplacement des rois.
Donc, c'est vraiment... C'est un peu étrange comme vision, mais c'est pas faux, dans le sens que les pièces vont bouger d'une case, sont toutes aussi importantes l'une que l'autre, donc c'est vraiment... et la planche est petite. Donc, c'est vraiment les éléments qui ont retenu des échecs, en plus de la stratégie aussi, là. En 1952, il a étudié l'histoire européenne à Harvard. Donc, on parle de quelqu'un qui était assez éduqué, qui avait une bonne éducation. Donc, il a également étudié la géographie politique à Harvard. Donc, on voit encore que ses intérêts se concrétisent. Diplomatie est apparu comme un jeu dans lequel les forces militaires terrestres et maritimes sont aussi importantes l'une que l'autre. Alors que presque tous les autres jeux de guerre jusque-là étaient principalement basés soit sur terre ou sur mer, mais mélangeaient rarement les deux. Et c'est vraiment son côté, son intérêt pour la géographie politique qui a fait ça. Donc, parce que la décision de construire une armée ou une flotte maritime est l'une des plus importantes qu'un joueur peut prendre dans la diplomatie. Et c'est l'un des objets de négociation les plus importants aussi. Donc, La Black Sea. La Black Sea, combien de gens ont joué à la diplomatie? Tu joues la Russie, tu joues la Turquie, ta game, c'est dans la Black Sea que ça se passe. Oui, puis on parlait du système de convoi tantôt. Ouais. Donc, contrôler la mer, c'est contrôler les convois aussi. Donc, c'est qui va un peu laisser passer qui tu veux. Donc, c'est vraiment une importance monumentale dans le jeu. D'ailleurs, si vous jouez l'Angleterre à diplomatie, vous aurez probablement une unité militaire, peut-être 2, mais vous allez avoir comme 6 bateaux. D'ailleurs, tantôt, Antoine le mentionnait vite, ça peut sembler peu, mais c'est un peu la folie de diplomatie. Tu commences à jouer pour la première fois, puis tu commences le jeu avec 3 unités. 3 unités. OK, j'ai 2 unités de terre puis un bateau. Et à la fin de la partie, t'en as 6 unités, peut-être 7 si t'as bien fait. Fait que c'est un jeu vraiment très compact, très restreint. Alors, on s'entend qu'il y a 80 cases, il y a 7 joueurs dans ce jeu-là. Donc, il y a vraiment 7 nations. C'est vraiment... je suis excité. C'est vraiment très, très, très compact, comme tu dis. Lors de la conception, on fait référence aussi au principe napoléonien, comme tu as mentionné tantôt aussi, Pierre. Donc, le principe napoléonien dit « unis pour combattre, séparés pour vivre ». Donc, la séparation est d'abord réalisée en exigeant qu'il y ait une seule pièce dans chaque territoire. Donc, contrairement à un jeu comme Risk où tu peux mettre 50-60 unités dans un seul territoire, dans Diplomatie, c'est une seule unité par case. C'est déjà une grosse différence. La concentration est alors obtenue par l'utilisation d'ordres de soutien ou de support de différentes pièces portant sur une province attaquée. Donc, on va utiliser les pièces adjacentes pour essayer de supporter une attaque. Étant donné qu'on a seulement une pièce, on ne peut pas attaquer avec seulement un territoire contre un autre. On pourrait, mais ce ne serait pas une super bonne idée. Stand-off. Donc, il faut vraiment essayer de supporter son unité avec les autres unités qui sont autour. Donc, ça donne vraiment un aspect comme on disait tantôt, là, de plus compact. Donc, tu veux garder vraiment tes unités très proches. Encore là, contrairement à Risk, où tu peux avoir des unités en Australie, tu peux en avoir un petit peu en Afrique, tu peux en avoir un petit peu en Amérique. Tu peux t'éparpiller. C'est pas la meilleure des tactiques, mais ça fonctionne quand même. C'est surtout que tu peux pas là-dedans. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tu peux place. pas t'éparpiller. T'es à te battre toute la game pour la Grèce. Qui va l'avoir, la Grèce? C'est qui va la garder? C'est celui qui la garde, c'est moi, ça, la Grèce. Ah, mais... oui. Mais ça fait que c'est un jeu qui est vraiment principalement de manœuvre militaire plutôt que d'annihilation. Donc, ça va être plus du contrôle de territoire, ça va être plus c'est vraiment des petits mouvements par opposition à Risk, où le but, c'est de tuer tout le monde ou de contrôler un nombre de territoires X. Donc, on a vraiment 2 jeux de guerre, donc même thématique,
mais complètement opposés au niveau des mécaniques. Donc, un a un feeling un peu plus euro, comme on pourrait dire, et là, il risque qu'il y ait un principe un peu plus Ameritrash. Donc, mais il y a aussi ce que je parlais tantôt, donc la négociation. L'idée qu'un joueur puisse dire n'importe quoi. Donc, il peut mentir à tout le monde, il peut berner les autres joueurs à sa guise. Ça rend certaines personnes... Il y en a qui vont triper, qui vont être euphoriques de ça, et il y en a d'autres qui veulent rien savoir, que ça leur fait peur, parce que là, ils font plus confiance à personne. Donc, ça va polariser quand même les joueurs à ce niveau-là. Je pense que j'ai détruit la confiance de mon frère à jamais à cause de diplomatie. Quand il avait peut-être 14 ans, moi j'en avais 19-20, on a joué à diplomatie et on l'a trahi. Mais j'entends encore la musique de Wagner qui jouait dans la pièce quand on a révélé nos ordres de trahison. Il y a une particularité dans diplomatie, c'est que dans Risk, tu sais, moi je joue mon tour, je t'attaque, ok, toi t'es comme j'ai pas aimé ça, je te réattaque, mais dans diplomatie, là, tout le monde arrive avec son petit papier, avec les moves qu'il va faire écrits dessus, tout le monde les remet en même temps, et une fois que c'est remis, c'est remis. Fait que si toi tu m'as dit que t'allais pas m'attaquer, je le sais pas avant d'avoir moi-même bougé, là. Fait que la trahison, elle est d'autant plus forte que c'est une surprise globale pour tous. Oui, en fait, le jeu, il y a plusieurs phases, mais il y a une phase où que tout le monde va se parler, peuvent se parler en secret, peuvent se retirer dans un coin. J'ai déjà passé 30 minutes caché dans un bain à écouter les gens discuter dans la salle de bain. J'ai entendu toute leur stratégie. Incroyable ce jeu. Il y a peu de jeux qui peuvent faire vivre une expérience aussi forte. Mais c'est très, très thématique, en fait, de la guerre. Donc, il y avait des espions durant la guerre. Il y avait vraiment il y avait de la négociation entre les nations, mais il y avait aussi de la trahison. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très réaliste par rapport à la vraie guerre. Et le point que tu as mentionné au début, qui a été quand même passé rapidement, c'est que c'est un jeu dans lequel on peut gagner en alliance. Fait que c'est pas un jeu dans lequel il y a un gagnant à la fin. En fait, d'ailleurs, je ne me souviens pas d'une partie de Risk, de diplomatie, excusez-moi, où il y a eu un gagnant à la fin. Et je sais pas si j'en ai déjà joué une. J'ai joué peut-être une quinzaine de parties. Je crois pas que c'est possible, ça peut arriver. Mais c'est très, très rare. En fait, c'est le premier jeu semi-coopératif qu'on pourrait dire même. Ben, c'est une approche intéressante, puis je trouve que ça, c'est quelque chose qui... Je me rappelle la première fois que j'ai joué à Game of Thrones. Okay? Game of Thrones, qui est souvent comparé un peu aux diplomaties d'une autre époque. T'sais. J'étais vraiment excité de jouer au jeu de Game of Thrones, puis quand j'ai réalisé qu'on pouvait pas gagner par alliance, j'étais comme « Ah, dommage, tu sais. Dommage. Pourquoi les jeux ne le permettent pas? Il me semble que ça donne tellement plus de richesse à le faire. » D'ailleurs, il y a le jeu Dune qui permettait de le faire un peu. Il y a Cosmic Encounter qui le fait aussi, qui est apparu dans les années 60, si je me souviens bien. Mais c'est marginal, puis je trouve que c'est manquant parce que, comme tu disais tantôt, dans Diplomatie, il y a le concept de « Ok, je me suis fait éclater à gauche, je me suis fait trahir par quelqu'un. » Ma game, elle est gâchée. Je n'ai plus... Tu sais, t'as 3 unités dans le jeu. Là. On s'entend, si t'en perds 2, il t'en reste une. Là. Fait que ta game est pas mal finie. Mais tu peux t'allier avec quelqu'un de plus fort que toi et dire, OK, je vais te suivre dans la guerre, mais on va aller se venger de celui qui m'a trahi. Puis là, je vais leur reprendre mon territoire. Et... C'est très viable comme façon de faire, puis c'est souvent d'ailleurs ce qui va se passer dans ce jeu. C'est dangereux de trahir quelqu'un dans Diplomatie parce que tu peux pas vraiment l'éliminer, puis tu sais qu'il va se retourner contre toi après. Fait que si tu trahis quelqu'un, il faut que tu le fasses de façon très intelligente. Là. Et il faut que tu le fasses plus en fin de partie qu'en début de partie aussi. Plus tu le fais sur le tard, peut-être ils ont moins le temps de se venger à ce moment-là. Après, Diplomatie, c'est un jeu tellement riche et tellement... Je pourrais passer la journée à compter des anecdotes de Diplomatie, mais la meilleure chose avec Diplomatie, vous invitez un nouveau joueur qui a jamais joué, trahissez-le tôt dans la partie. Vous allez lui
Vous êtes déstabilisé complètement en partant. Il vous saura allez quoi le faire. détruire, vous allez avoir un avantage sur tout le monde, vous savez qu'il y aura de la misère à se trouver des alliés solides de l'autre bord, fait attaquez-le vite et fort, faites-lui mal. C'est un jeu de 12 à 18 heures, fait que si vous lui faites mal au début, son moral va être à zéro. Il y a des chances que vous le preniez comme vassal plus tard. Il va juste se soumettre à vous, qui va être ok, c'est bon, je vais te suivre, j'ai pas le choix. Quand j'étais au cégep, c'est une petite anecdote. Il y a des gens qui jouaient à diplomatie au cégep. Je faisais partie d'un club de jeux de société et jeux de rôle. Et eux autres jouaient un tour par jour. Donc la partie s'étirait quasiment sur la durée de la session de cégep. Donc tout le monde avait le droit de se parler durant la journée et il fallait qu'ils aient remis leur petit papier à une heure précise dans la boîte. Et le lendemain, ils ouvraient la boîte, ils recommençaient. Donc c'était vraiment... C'était quelque chose de longue haleine. La plus dangereuse à faire. Maintenant, il y a beaucoup de sites où tu peux jouer à diplomatie en ligne, puis nous, on l'utilise même quand on joue en personne, juste pour résoudre les moves. Mais on avait fait une fois une partie à distance de diplomatie. C'était un move aux 3 jours. Okay? Donc, on avait 3 jours pour faire nos moves. Je vous le dis, la productivité de notre groupe d'amis a réduit de 80% parce qu'on s'envoyait des courriels sans arrêt. On avait même chacun créé des blogs de notre nation dans lesquels on écrivait des faux articles de journaux qui parlaient de ce qui se passait. C'était rendu ridicule, en fait. Ça avait pris complètement l'emprise sur notre vie. C'était rendu un jeu de rôle rendu là. C'était plus un jeu de guerre. Mais Diplomatie a cette force. Et tu sais, on parle du concept de cercle magique souvent dans le jeu. Diplomatie, la partie commence et pour la plupart des gens, après 5 minutes, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils étaient Simon qui habite à Chambly puis qui fait balado ludique. Non. Je suis rendu le dirigeant de l'Italie et tous mes efforts sont mis là-dessus. Ce jeu a cette particularité-là de créer un cercle magique d'une puissance incroyable. On a gâché des voyages de ski en jouant à Diplomatie, d'ailleurs. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que 7 joueurs, c'est un nombre impair, ce qui peut sembler un peu anodin, mais qui va défaire un peu l'équilibre, parce que tu peux pas avoir 2 nations qui vont s'allier, 2 autres nations. Tu peux pas avoir des équipes de 2. Il y en a toujours un qui va être tout seul, ou il va toujours avoir un déséquilibre à quelque part. Donc, c'est une des beautés là, de ce jeu-là aussi. Et la situation initiale dans le jeu, comme comment le jeu commence, c'est toujours pareil. Okay, il y a toujours une unité de terre à tel endroit, l'Italie a toujours son bateau là, etc. Elle est incroyablement pensée, incroyablement balancée, totalement asymétrique, mais d'un autre côté, d'une tension impeccable. La Russie est en relation avec la Turquie pendant toute la partie. L'Austro-Hongrie, l'Allemagne, l'Italie ont une espèce de ligne de front. L'Italie, la Turquie, bref, je pourrais vous parler de chaque dynamique de chaque pays au départ, mais il y a tout un espèce de modèle là-dedans qui... Est-ce que c'était juste comme l'instinct ou un équilibrage parfait? C'est difficile à dire. C'est difficile à croire que ce jeu-là aurait été comme équilibré tellement parfaitement. J'ai plus l'impression que l'instinct dans ce jeu a créé ce chef-d'œuvre. En fait, c'est le genre de jeu que t'as pas besoin qu'il soit équilibré parce que les joueurs, il y a tellement d'interactions, mais tout se passe entre les joueurs. Les règles sont très simples et tout va se passer entre eux. Donc, ils vont eux-mêmes l'équilibrer, le jeu. S'il y en a un qui est trop fort, il va se faire ramasser ou les joueurs vont s'allier contre lui. Donc, c'est la beauté des jeux avec de la confrontation ou de l'interaction directe, c'est que l'équilibre se fait naturellement. Bref, je pense que j'ai souvent parlé de Diplo, puis je me rends compte que là, on dévie complètement. Premier épisode de la saison, on l'avait pas dit, on voulait... Il va falloir évacuer quelques jeux de 1959, fait que je pense qu'on peut passer tout de suite à Pierre avec ton prochain jeu que tu voulais nous parler. Moi, je propose plutôt qu'on coupe un peu la discussion qui a pas mal dérivé de diplomatie. Parce qu'il nous reste quand même un bon 4 jeux à présenter qui sont assez fondamentaux, dont le prochain, Football Strategy. Pourquoi il est fondamental? Parce que c'est le tout premier jeu de simulation sportive sur table qui n'était pas hasardeux. Et qui a vraiment, vraiment fait école.
Parce que quand Football Strategy est arrivé en 1959, le coup était lancé pour que les jeux de simulation sportive sur table soient dans le marché. Et il y en a eu une panoplie. Mais Football Strategy est resté quand même une référence pendant au moins 20 ans. Pourquoi? Parce que c'était tout bonnement génial et c'était quelque chose qu'il fallait simplement penser parce que c'est d'une simplicité extrême à la base. C'est quand même un jeu qui va durer 2h30 parce que malgré sa simplicité extrême, c'est intense, ça nécessite beaucoup de réflexion. Et le principe de ce jeu-là, comme je l'ai dit, de la simplicité extrême, pour imiter Vincent Molac, c'est un jeu où vous êtes à l'offensive ou à la défensive, dépendamment de où vous en êtes dans le match. Et si vous êtes d'un côté, l'offensive en fait, vous allez avoir accès à 10 cartes de manœuvres différentes. Et le défenseur, lui, en fait, c'est plutôt le contraire, je pense. Je pense que c'est le défenseur qui va avoir 10 cartes. Et l'offensive va en avoir 21. Bref, il y a quand même un groupe de cartes distinct pour chaque côté, dépendamment de où vous en êtes. Et à chaque tour, l'offenseur et le défenseur vont prendre une carte parmi leur groupe et vont la prendre en fonction d'une matrice qu'ils vont avoir devant eux, parce que chaque carte qu'ils ont est croisée avec chacune des cartes que l'autre joueur a, et le croisement de ces deux cartes-là fait un résultat. Et ce résultat-là va faire évoluer la partie. Et c'est ça pendant toute la partie. En gros, ça me fait penser au principe de Ace of Aces. Le combat d'aviation, là, mais qui est dans un livre. Mais c'est un peu le même principe, dans le sens où tu choisis une manœuvre. Là, on s'entend que c'est une stratégie offensive-défensive. Faut le mentionner aussi que c'est le football américain pour nos amis européens. Oui. Ce n'est pas le football, c'est vraiment le football qui n'a rien à voir avec les pieds ni avec une balle. En fait, un peu pied des fois, mais oui, effectivement, tu as raison, Antoine, merci de le préciser. On parle du football américain ici parce que c'est un Américain, bien sûr, qui l'a inventé, un Américain qui habitait à Baltimore, en Ohio, qui s'appelle Thomas Shaw, et qui a un lien direct avec Avalon Hill, dont on a parlé auparavant, puisque Thomas Shaw a été à la même école secondaire que son fondateur, Charles S. Roberts, le fondateur d'Avalon Hill. Oh. Alors, il était un ami de M. Roberts, et pourtant, il n'a pas été embauché par M. Roberts dans sa compagnie. Probablement parce que Thomas Shaw n'a pas démontré d'intérêt pour ça. En fait, Thomas Shaw a inventé son football strategy en même temps qu'il a inventé son baseball strategy qui est arrivé. J'allais dire, ça me fait beaucoup penser au jeu de baseball strategy. Oui, baseball strategy est du même auteur et a été publié l'année d'ensuite, je crois. Mais il a été inventé avant. C'est-à-dire que M. Shaw a inventé son football strategy et son baseball strategy pas mal à la même année, c'est-à-dire 58. Il les a inventés dans un contexte où il se voyait soudainement dépourvu d'amusement pendant une journée de pluie parce qu'il était un joueur de baseball amateur. Il était lanceur dans une équipe de baseball amateur. Et il a fait ça pendant 40 ans, et bien sûr, il aimait beaucoup. Mais quand il pleuvait, c'était quand même assez désagréable, donc il ne pouvait pas jouer. Et pendant un après-midi, à un moment donné, il s'est dit pourquoi je ne pourrais pas m'amuser autrement, pourquoi je ne jouerais pas à des jeux de société. Mais il était dans les années 50, et dans les années 50, les jeux de société, c'était pas mal du hasard, pour la plupart du temps. Et c'était surtout des jeux qui pouvaient s'adresser aux enfants aussi. Alors, et aussi, il y avait des jeux de simulation sportive qui ont été faits avant Football Strategy et Baseball Strategy, mais c'était encore une fois des jeux où on n'était pas vraiment stratégique, justement. On ne pensait pas à des éléments comme la vitesse et la défensive, par exemple. Et lui, en bon lanceur d'équipe de baseball amateur, il a tenté de s'imaginer, pour faire son Baseball Strategy, entre autres, comment il pouvait reproduire ce qu'il pense dans la tête lorsqu'il est en train de préparer sa balle à lancer devant le batteur qu'il a devant lui.
comment il va déjouer le batteur et comment il va finalement penser comme le batteur va penser et va finalement penser autrement pour le déjouer. Et c'est comme ça que son système des 2 cartes croisées est né. Il y a un peu le même concept au football, là, quand tu prépares un jeu, puis comment la défense va anticiper le jeu de l'attaque. Fait que c'est vraiment un peu le même genre de réflexion. Là. Ben, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça y est tout naturellement venu à l'esprit de faire la même chose pour un jeu de football. Et puis, ben, ça l'a fait mouche, puisqu'il a parti sa propre petite compagnie d'édition pour faire Football Strategy. Il savait qu'en fait, il y avait le pressentiment que le football, son jeu de football serait un bon test avant son jeu de baseball, puisque il savait que les Américains étaient plus amateurs de football, même si le baseball était très populaire. Et puis, ça a quand même été très bien. Ça s'est vendu très bien. Assez, en fait, pour être remarqué par le directeur de production d'Avalon Hill, qui adorait jouer à ça. Et qui l'a appelé et qui lui a dit « Viens donc chez nous, parce que tes talents pourraient être utilisés à bon escient. » Donc, Shaw s'est dirigé chez Avalon Hill en 1960 et est devenu ensuite le directeur de la compagnie. En fait, le vice-président de la compagnie, je dirais. Et puis son Football Strategy a été évidemment publié chez Avalon Hill. Et puis aussi, son Baseball Strategy aussi. Ce qui est très drôle, ce que je remarque, là, Diplomatie a été auto-publié. Football Strategy a été auto-publié. Oui. Et le prochain jeu que je vais parler aussi a été auto-publié. Donc, on parle de 3 jeux qui ont marqué l'époque et qui ont sorti en autopublication. Donc, c'est même pas des grosses compagnies qui les ont sortis. Non, exactement, parce que tout était à faire. Parce que les compagnies de jeux ne publiaient que des jeux familiaux à ce moment-là. Et avec l'arrivée de la télévision, en plus, les compagnies de jeux publiaient des jeux éphémères. C'est-à-dire que la télévision donnait le mot d'ordre. Il fallait maintenant publier des jeux à franchise qui suivaient les émissions. C'était les jeux, c'était pour les enfants et pour jouer avec les enfants à l'époque. Oui, donc des c'était jeux encore l'époque de Milton Bradley, Parker Brothers. Donc on a vraiment un tournant vers le hobby. Là. C'est ça, d'où le fait que c'est l'éveil du hobby d'ailleurs. Exact. Ben Antoine, je pense que tu peux y aller avec le prochain jeu sur la liste. Ouais, je voulais juste mentionner ce Football Strategy, ce qui était très drôle, c'est qu'il venait dans un tube, la première version. Exact. Il venait dans une espèce de tube qui ressemble à un tube de Pringle, en fait. Donc, c'était une espèce de tapis qui était roulé avec les cartes à l'intérieur. Là. C'est un drôle de packaging pour un jeu de société. Comme les jeux d'échecs ou plus gros? Non, plus petit. Ok, ouais, un peu plus petit. Ouais, je vois ça ici. Ça ressemble vraiment à un tube de Pringle. Ça me donne des idées. Donc, le prochain jeu auto-publié que je vais vous parler, en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment la commercialisation d'un jeu qui date de bien avant ça. Donc, le jeu original, ça s'appelle le Yacht. Le jeu original, c'est un jeu de dés où on doit essayer de faire des combinaisons, on doit faire des mains de poker un peu. Et ensuite de ça, il y a eu le Yahtzee qui est sorti en 1956. Le Yahtzee a été breveté par Edwin Lowe en 1956 et c'est lui aussi d'ailleurs qui a popularisé le bingo aux États-Unis. Donc c'est pas lui qui l'a inventé, mais qui l'a amené dans les foires aux États-Unis. Donc dans ce qu'on appelle donc c'est ça. Donc dans les places où il y a des manèges. Non, c'est plus où il y a des manèges. Donc c'était pour faire jouer des familles. Donc il avait amené le Yahtzee, il avait amené le bingo pour que tout le monde puisse jouer à quelque chose. Donc c'était un jeu de hasard qui crée de l'excitation. Donc on voit un peu le parallèle aussi avec le Yahtzee. Là, je vais vous parler du jeu qui s'appelle le Yum. C'est quoi la différence entre le Yahtzee et le Yum? Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Au Yahtzee, tu peux faire plusieurs Yahtzee. C'est à peu près une des seules règles, en fait, qui est différente. Mais au Québec, on connaît le Yum plus que le Yahtzee à cette époque-là.
Pourquoi? Parce que c'est un certain monsieur Harvey Grinsell, qui est un Québécois d'origine américaine, qui l'a fait, je vais vous dire qu'il l'a inventé, entre guillemets. En fait, ce qu'il voulait faire au départ, c'est qu'il voulait mettre fin un peu aux chicanes de famille. Parce que tout le monde jouait au yacht, mais personne n'avait le même système de pointage. Donc, il y en a qui donnaient plus de points à certaines combinaisons, d'autres moins. Donc, lui, ce qu'il a dit, il dit, je vais standardiser le jeu. Je vais faire une seule version et on va le commercialiser. Donc, il va avoir un pad de papier avec les scores dessus. Et on va mettre ça dans une belle petite boîte et on va en vendre ça chez Eaton et chez Simpson. C'est vraiment les deux seuls magasins, donc c'était des grandes chaînes à l'époque. C'était les seuls qui avaient le droit de vendre le Yum. Donc, il y avait il était vraiment seul à vendre ça. Puis, c'est ce qui est un peu logique parce que M. Grinsell était un Québécois d'origine américaine, donc il parlait anglais. Et Eaton et Simpson, c'était des chaînes de magasins anglaises à la base. C'est à peu près les deux seuls d'ailleurs au Québec. Donc, ils étaient situés à Montréal. Donc, chaque famille, c'est ça, avait sa version. Donc, lui est venu standardiser ce jeu-là. Et c'est la raison pourquoi le Yum est plus populaire que le Yadi au Québec. Je peux faire le parallèle un peu avec le Pepsi. Le Pepsi a été longtemps le plus populaire que le Coke au Québec, pour une autre raison. Et c'était la seule place au monde où le Pepsi était plus populaire que Coke. Et donc là, on parle de Yum. Le Yum, c'est la seule place au monde où ce qui est plus populaire que Yadi, c'est au Québec. Comme le Subway et le McDo. Un peu. Mais en fait, c'est ça, comme je me disais, le parallèle pour le Pepsi, petite anecdote à part, c'est parce que Pepsi vendait, en fait, quand t'achetais une bouteille de Pepsi, si tu ramenais ta bouteille vide, tu avais un 2 sous de rabais sur ta prochaine bouteille. Donc, il avait un peu instauré un système de consigne pour leur bouteille. Donc, ça faisait que ton Pepsi te coûtait 2 cents de moins. Donc, 2 cents de moins sur 10 cents, c'était quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on était reconnu comme étant cheap, ça a l'air. Donc, nous autres, on allait vraiment reporter nos bouteilles. Donc, c'était un côté écologique, économique en même temps. Donc, le Yum, donc c'est pour ça qu'au Québec, il y a vraiment eu une grosse importance. Mais les droits ont été vendus à Parker Brothers en 1966. Donc, c'est pas un jeu qui a eu une grosse durée de vie, mais il roule encore très bien parce qu'il roule encore chez Gladius en ce moment. Donc, on parle d'un jeu encore là de 63 ans qui se vend encore très bien aujourd'hui, qui est encore une fois basé sur le hasard, comme les jeux de l'époque, mais qui est un jeu familial, contrairement aux autres qu'on a mentionnés avant. Au lieu d'être vraiment des jeux adultes, le Yum est un jeu familial, donc qui va un peu rechercher les anciens jeux des années 30-40, donc on est dans la vieille école un peu. Donc, les petites variantes par rapport au Yadi, c'est juste les pointages, en fait, qui vont être modifiés. Donc, Yadi, c'est 50 points, pas 30, OK? C'est ça. Yadi, c'est 50 points. Dans le Yum, le 5 pareil, il est 30 points seulement. 30 points, c'est rien, ça? Donc, en fait, le 3, 4 pareil, les séquences, le 5 pareil donnent beaucoup moins de points. Par contre, le bonus de la section du haut, donc si on atteint 63 points dans la section du haut, le bonus est plus payant. Je pense qu'il donne 35 au lieu de donner 25. Donc, ça vient renverser un peu le point central du jeu vers la section du haut, alors que l'Yadi, la section du bas est beaucoup plus importante parce qu'elle est plus payante. Donc, c'est vraiment... Ça donne un feeling différent quand même si ça reste les mêmes règles, seulement en modifiant les pointages. Donc, c'était le Yum. C'est ceux qui ne connaissent pas, peut-être nos amis en Europe ne connaissent pas Yum. C'est comme le Yati. C'est comme le Yati. Mais ça a marqué vraiment l'univers du jeu au Québec, principalement.
ce jeu-là n'est pas, je vais le dire comme ça, là, mais tu sais, n'est pas aussi mauvais que sa réputation le laisse sous-entendre aussi. Il y a quand même beaucoup de stratégie à ce jeu-là. c'est- Oui, il y c'est- a de la chance, mais il y a des décisions importantes et intéressantes quand même à prendre. C'est ça, exact. C'est un jeu qui peut sembler peut-être, tu sais, vraiment basé sur le hasardé. C'est sûr que oui, il y a beaucoup de hasard et tout ça, mais ça reste un jeu, même après autant de temps, relativement intéressant. On voit en plus, là, c'est l'avènement des roll and write et tout. Mais ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui le fait très bien, en fait. Effectivement, mais en fait, il y a de la stratégie, il y a de la chance, mais je dirais plus que c'est la gestion des statistiques plutôt que de la chance. Donc, il y a vraiment, tu vas essayer d'apprendre à gérer, OK, c'est quoi les chances que j'ai un autre de plus si j'ai 2 dés. Donc, tu essaies de comprendre les statistiques, c'est comment elles fonctionnent. D'ailleurs, ça me rappelle mon enfance, encore une fois, où j'avais un jeu de Yahtzee et j'avais toutes mes feuilles de mes parties précédentes et là, je comparais, puis là, je disais « Oh non, mais telle partie, j'avais fait tel score, fait que je peux pas me permettre de faire tel truc. » Et j'étais vraiment rendu un peu maniaque de Yahtzee, tu sais, je voulais toujours jouer plus pour améliorer mon score. Comme un auteur de jeu qui fait des playtests à n'en plus finir sur un jeu, donc qui comptabilise ses pointages, 250 parties. J'étais un peu dans ce mood. D'ailleurs, c'est drôle parce que mes feuilles de Yahtzee sont encore dans le sous-sol de mes parents. Et de temps en temps, tu sais, on va sortir les vieux jeux de notre enfance, puis je réouvre Yahtzee, puis là, je vois les parties que j'avais comptabilisées, puis mes petites notes à côté. Quand même drôle de Moi, voir c'était le jeu de mon enfance, Yum et Rako. Ah, ben, c'est ça. C'est vrai que ça a marqué le Québec aussi, effectivement, le Yum, c'est très populaire ici. Pierre, je vais te lancer la balle pour que tu puisses nous parler d'un autre jeu qui aura probablement marqué l'enfance de plusieurs de nos auditeurs, auditrices. L'enfance, effectivement, définitivement, mais aussi peut-être les plus vieux, parce que c'est devenu un classique. Je parle ici du jeu de mémoire, tout simplement. Mémoire, tout bêtement, ça existe ce jeu-là? Ça existe, ce jeu-là, en fait. Quand on parle du jeu de mémoire, tout le monde a à l'esprit la même chose. C'est un jeu avec des images cartonnées qui sont à l'envers et on retourne une. Et après ça, on cherche la deuxième si on l'a pas déjà vue. Si on se rappelle où est-ce qu'elle est dans la surface de jeu, on la retourne et puis après ça, ben, on garde les deux images et ça nous fait un point. Souvent des belles tuiles carrées, bien colorées. Oui, exactement. Et pourquoi c'est si populaire? Ben, parce que c'est si simple et parce que c'est directement ça va directement au but. Est-ce que c'est nécessaire de parler du jeu de mémoire s'il est si classique et qui pourrait même faire partie des jeux traditionnels? Eh bien oui, c'est nécessaire. Parce que mémoire, à vrai dire, c'est un jeu qui a vraiment connu une première version en 59 chez Ravensburger, le plus gros éditeur de toute l'Allemagne. Et encore une fois, aussi gros aujourd'hui qu'il l'était, peut-être pas en 59, mais il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, en grande partie à cause du jeu de mémoire. Le jeu de mémoire, c'est quand même 75 millions de copies de vendues chez Ravensburger. Wow. Et c'est aussi, je vous ai déjà parlé, à vrai dire, de Ravensburger comme étant une compagnie qui a fait tellement de jeux qu'elle a décidé de rééditer seulement 3 jeux à chaque année dans son catalogue. C'est-à-dire le jeu Labyrinthe, le jeu La Forêt Enchantée et le jeu Scotland Yard. Eh bien, en fait, il y en a 4, en vérité. Il y a le mémoire aussi. Mm-hmm. Ils peuvent vraiment pas passer à côté de mémoire, non seulement à cause du nombre de ventes qu'ils ont fait de ce jeu-là, mais aussi c'est parce que c'est le premier jeu qui a affiché le logo de Ravensburger qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire le fameux triangle bleu qu'on voit dans le coin de la boîte. Le triangle dans le coin de la boîte, là, de la couverture. Là. Il venait tout juste d'être fait, ce logo-là, lorsqu'ils ont sorti le jeu de mémoire. Et ils l'ont mis dans les images à retourner du premier exemplaire. Ah. Et le jeu de mémoire en 59 s'appelait en fait Image Memory, mémoire d'image.
Et il a fallu un type pour inventer ce jeu-là. Ça a l'air tout bête comme ça qu'on se dit, bah, c'est tellement bête que n'importe qui pourrait avoir inventé ça, puis on oublie la personne qui l'a inventé, mais non. Mais non. Il y a quand même un inventeur de ce jeu-là qui est malheureusement passé un peu à l'oubli parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Même Board Game Geek ne sait pas c'est qui. Non, c'est vrai. Puis toi, tu le sais, Pierre? Si. Ah, là. C'est Sissi qui a créé ce jeu-là. La L'impératrice. princesse Sissi. Ah, Ça aurait pu, oui, ça aurait pu. En fait, c'est même pas un jeu allemand, c'est un jeu suisse. C'est un monsieur qui s'appelle Heinrich Hörter qui a fait ça. Un monsieur, à vrai dire, qui avait décidé d'amuser ses enfants en confectionnant des cartes, en collant des visuels qui prenaient de catalogues de grands magasins. Et puis, ben, il a fait exactement le jeu de mémoire avec ça. Et ça a eu un vrai succès, bien sûr, dans sa famille, à un point tel que son fils, William, le fait jouer à ses enfants ensuite et à ses amis pour se faire dire éventuellement, écoute, t'as tellement un bon concept là-dedans, on se demande pourquoi faire que t'as pas décidé de faire de l'argent avec ça. Donc, William Hörter a contacté Ravensburger à cette époque-là. Ravensburger, qui n'était pas à cette époque-là d'ailleurs un éditeur reconnu pour ses jeux. Ravensburger était un éditeur reconnu pour toutes sortes de choses amusantes, notamment des puzzles. Mais Ravensburger avait déjà fait des jeux auparavant, mais c'était vraiment loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Ça l'a pris, à vrai dire, quelqu'un pour lancer le jeu de mémoire. Ça l'a pris un monsieur qui s'appelle Erwin Glonegger. Et Erwin Glonegger, c'est ni plus ni moins que Monsieur Ravensburger. C'est à cause de lui que la compagnie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Erwin Glonegger, à vrai dire, c'était quelqu'un qui travaillait dans une boutique de livres à la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Un Allemand qui était anti-nazi et qui vendait des livres qui n'étaient pas du tout en train d'encourager le nazisme, mais qui, plutôt, étaient contre. Et il se cachait le soir dans sa boutique pour éviter finalement de se faire capturer, et il jouait à des jeux dans sa boutique, dans son arrière-boutique. Et éventuellement, quand la guerre est terminée, il a décidé de devenir finalement un vendeur itinérant de livres, et il a frappé à la porte de Ravensburger éventuellement. Et Ravensburger l'a engagé pour qu'il devienne quelqu'un qui pourrait être un agent de vente pour eux. Et puis, ben, chemin faisant, en devenant un agent de vente, il s'est mis à visiter quelques boutiques où Ravensburger avait déjà vendu des jeux dans des inventaires. Et il a remarqué ces jeux-là qui étaient en abandon. Et il a eu comme idée de relancer la gamme des jeux société de Ravensburger. Et le premier jeu qu'il a relancé, en fait qu'il a lancé dans cette gamme-là, en alléguant ses nouvelles fonctions en 1959, c'était le jeu de Memory, de mémoire. Et il en est devenu tellement fier, parce que ça a été tellement un succès mondial, et ça l'a tellement fait chou gras chez Ravensburger, qu'aujourd'hui, quand vous allez voir la pierre tombale de M. Glonegger, vous allez voir un jeu de mémoire de gravé sur sa pierre tombale. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça. Exactement. Wow. Ça, c'est des belles pépites que BGG ne connaît même pas. En fait, si je regarde sur Wikipédia, Erwin Glonegger, ils disent que c'est lui l'inventeur du jeu de mémoire. Parce qu'il l'a promu. Mais le véritable inventeur, c'est Heinrich Hörter, le Suisse, qui a fait ce jeu-là pour ses enfants. Il va falloir que tu ailles dire ça à Wikipédia. Ils se sont trompés. Ah ben Wikipédia se trompe souvent. Voyons donc. C'est juste quand c'est Pierre qui parle que ça se trompe. Wow, ok, ben merci Pierre pour cette explication du jeu mémoire qu'on pense effectivement qui est un jeu tout bête, qui est un peu le cas d'une certaine façon, mais souvent les meilleures idées sont pas les plus simples, sont pas nécessairement les plus faciles à avoir non plus. Et combien d'heures j'ai passé à jouer à comment ça s'appelle déjà? Boussen Memo, c'est ça le nom? D'heures.
Deux minutes, c'est terminé. Oui, c'est vrai. Je tiens pas si longtemps. Mais effectivement, puis en plus, c'est fou parce qu'on a souvent cette espèce de préjugés négatifs sur les jeux de mémoire. C'est des jeux qui sont... il y en a quelques-uns par année qui sortent, beaucoup moins que les autres. On en retient un de temps en temps qui va s'illustrer. Mais à quel point ce principe simple a perduré. Tu dis oui, un bon jeu pour un peu tout le monde, mais un excellent jeu pour la mémoire chez les jeunes aussi. Là. Oui, ben ça, évidemment, il a fait ses preuves. Je pense qu'on c'est indéniable que le jeu de mémoire a fait école maintenant. Ben Pierre, je vais te laisser la parole pour le dernier jeu du jour parce que c'est toi l'encyclopédie vivante ici. Et ça, c'est un jeu on n'avait pas prévu de parler. Mais bon, t'as vraiment tenu à le mettre, alors on va te challenger là-dessus. Surtout qu'il n'est pas sorti en 59 pantoute. Il n'est pas sorti en 59. En fait, oui, il est sorti en 59. Il a été inventé en 56, mais il n'était pas connu du public en 56. Il était connu de son auteur et des amis de son auteur. Et Robert Abbott! Robert Abbott, dont je vous avais dit dans une des émissions les plus écoutées de Balado Ludique, c'est-à-dire la finale de la saison 3, Feed My Calax. Je vous avais dit, je vous ai parlé de Robert Abbott. C'est-à-dire que Simon m'avait demandé 3 jeux essentiels à posséder dans une collection et je vous avais nommé 3 jeux qui avaient été créés par 3 piliers. Les 3 piliers qui ont finalement fait en sorte que notre hobby existe. M. Saxon, M. Randolph et M. Abbott. C'est M. Abbott, le premier des 3, qui s'est vu reconnu par le public grâce à ce jeu qui s'appelle Elusis, qui a été publié dans un périodique, lequel, par exemple, je me souviens plus, mais c'était un... Il a été publié dans le Martin Gardner's Scientific American Column. Voilà, en fait. Ce qui est très drôle parce que Martin Gardner, ça semble être un de ses amis qui est aussi auteur de jeux. À vrai dire, ça c'était la rubrique de Martin Gardner que tu viens de nommer, mais je ne me souviens plus dans quel périodique que c'était. Mais oui, Martin Gardner est un vulgarisateur scientifique de la même trempe que les Isaac Asimov et les Carl Sagan. Donc, c'est un grand sceptique et un grand amateur, en fait, c'était un grand amateur de mathématiques et aussi de vulgarisation des mathématiques et de la science. Donc, c'était quelqu'un qui aimait rejoindre le public et qui, dans sa rubrique quotidienne, ou en fait hebdomadaire, je pense, proposait des énigmes qui relevaient des mathématiques. Et, bien sûr, M. Abbott suivait ces énigmes-là parce que M. Abbott était quelqu'un qui, lorsqu'il commençait à se passionner de quelque chose, il ne pouvait pas s'empêcher de s'intéresser à tout ce qui pouvait être dans sa passion. Et tous les jeux qu'il a inventés, M. Abbott, l'essentiel de tous les jeux qu'il a inventés, il les a inventés entre 52 et 56. Tous des jeux de cartes. Et M. Abbott a déjà dit aussi de son vivant, d'ailleurs, grosse erreur de ma part dans Feed My Calax, j'avais dit qu'il était encore vivant à l'époque où on l'a enregistré, mais il était mort depuis 1 an. D'ailleurs, ça t'avait fait un choc quand tu t'en étais rendu compte. Ça m'a fait un choc, oui. Simon en a été témoin quand j'ai appris ça. Ouais, j'étais là quand tu l'as appris, oui, je me souviens de ça. C'est vrai que c'est rare qu'on te voit comme dans un état un peu de perturbation. Ouais. Oui, effectivement, parce que Abbott, c'est un auteur que j'admire sans borne. Je pense que c'est peut-être dans ceux que j'admire le plus à cause de son génie créatif. On va en reparler d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois qu'on va en parler dans cette saison-ci. Mais son jeu Elusis, c'était vraiment une révolution, parce que lorsqu'il a lu les rubriques de Gardner, il l'a écrit à Gardner. Il a dit, écoute, puisque tu es amateur d'énigmes mathématiques, j'ai fait un jeu d'énigmes mathématiques que je suis sûr que tu n'as jamais vu auparavant. Et je vais te l'envoyer avec les règles et tu en feras ce que tu voudras. Et Gardner a essayé et il a été complètement conquis. Et il l'a publié. Et du jour au lendemain, M. Abbott était connu de la communauté scientifique et des mathématiciens. Et c'était le début de sa courte carrière d'auteur de jeux.
Et Illusis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le tout premier jeu de société d'induction. C'est-à-dire une sous-branche des jeux de déduction. Quand vous jouez à un jeu de déduction, vous allez généralement trouver un élément manquant à force d'éliminer d'autres éléments. Dans un jeu d'induction, vous faites le contraire. Vous allez repérer plusieurs éléments pour éventuellement faire quelque chose qui regroupe tous ces éléments avec un point commun. Et c'est ce que Abbott a fait. En fait, le plus connu des jeux d'induction que le public connaît, on en avait parlé à la saison 10, c'est ce bon vieux Mastermind. Mais Illusis, par contre, a pavé la voie, parce que Illusis, c'est un jeu où vous allez avoir des cartes d'un jeu de cartes normal, parce que Abbott a fait tous ses jeux à partir d'un jeu de cartes normal, dans ses premiers jeux, à vrai dire. Et c'est un jeu où on retourne. En fait, quelqu'un a une règle en tête et il va tourner une carte pour commencer sa règle. Et ensuite, il va demander à chaque joueur qui ont des cartes en main de rajouter une carte après cette carte-là pour voir si la carte rajoutée est valide selon la règle que le joueur qui a posé la carte a en tête. Par exemple, le joueur qui a la règle en tête pourrait dire « Je vais seulement accepter les cartes de trèfle au-dessus de 7. » Donc, si vous ne posez pas une carte de trèfle au-dessus de 7, le joueur va vous dire « C'est pas valide. » Et là, vous êtes obligé de vous reprendre plus tard. Et c'est le premier joueur autour de la table qui trouve la règle de l'autre qui va l'avoir. Donc, c'est simplement ça, Illusis, en fait. Je simplifie beaucoup parce qu'il y a d'autres choses qui viennent avec, qui vont le rendre très piquant. Mais c'est probablement le chef-d'œuvre ou un des chefs-d'œuvre d'Abbott. Et c'est vraiment ça qui l'a lancé dans sa carrière. En fait, c'est ça qui l'a lancé dans le hobby moderne qu'on connaît aujourd'hui, les jeux euro qu'on pratique aujourd'hui. C'est Abbott qui a posé la première pierre avec Illusis, parce que Randolph et Saxon sont arrivés quelques années ensuite après. En fait, je regardais Robert Abbott, que je connaissais pas tellement, mais je me rends compte qu'il a fait justement Code 1777. Oui, c'est d'ailleurs ce jeu-là que j'avais parlé dans Feed My Calax. Oui, c'est là qui était un design de Abbott et de Alex Randolph ensemble. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est Randolph qui avait vu ce design-là de Abbott, qui lui avait dit écoute, si tu veux pas publier ce jeu-là, moi, je vais faire le travail pour te le publier. Et Abbott avait trouvé ça tellement courtois de la part de Randolph. Il avait dit écoute, si tu te démènes pour ça, ce serait la moindre des choses que tu poses ton nom sur la boîte aussi. En fait, c'est drôle parce que tu mets ces trois piliers-là ensemble et Abbott a quand même quelque chose d'assez particulier parmi ces trois. C'est qu'il y a vraiment pas le côté commercial de la chose. Je veux dire, il publiait des jeux pratiquement de façon artisanale. Là. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est moins connu dans les trois et c'est d'ailleurs pour ça que Randolph l'avait aidé à faire son code 777. Abbott est un puriste. En fait, il a été un puriste. C'était un homme qui aimait le jeu pour le jeu. C'était pas quelqu'un qui cherchait à chromer l'expérience. C'était quelqu'un qui voulait aller directement dans ce qu'on ressentait mentalement et de finalement apprécier ce qui était ressenti. Messieurs, ce qui conclut notre premier... là, habituellement, vous allez le voir dans les prochains épisodes, on ferait comme en rafale quelques autres jeux qu'on n'aurait pas pu parler. En 1959, il n'y en a pas tant que ça d'autres jeux. Juste pour vous dire, c'est sûr que bon, tous les jeux ne sont pas nécessairement sur BGG, mais sur BGG, on a un peu moins de 200 jeux répertoriés en 1959. Pour vous donner un rapport de force, en 2022, il y en a plus de 5, il y en a à peu près 5000 en fait qui sont répertoriés sortant en 2022. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu moins de matière à discuter. Par contre, 1959 n'a pas été choisi par hasard. Comme on a pu le voir, il y avait quand même des jeux qui sont encore aujourd'hui édités et disponibles sur les tablettes. Là. Il y en a qui les sont un peu moins, mais quand même. C'était toute une année 59. Il y a le jeu, puis on n'a pas parlé un peu au début, là, il y avait quand même à cette année Ben Hur qui a gagné 11 Oscars.
Et il y a un jeu de Ben Hur qui était sorti, Ben Hur Chariot Race Game. Aucune idée si c'était bon ou non. Là, j'étais juste tombé dessus par hasard. D'après moi, c'est sûrement pas un grand jeu. Mais il y a aussi beaucoup de jeux de Disney et de choses comme ça. Comme quoi, tu sais, l'utilisation de franchises, c'est pas quelque chose qui date de notre époque, là. C'est quelque chose qui remonte à très loin. En fait, quand même drôle de voir que l'année où un film gagne 11 Oscars, on retrouve un jeu de société qui sort à la même année. Là. Ben, comme je disais tout à l'heure, l'arrivée de la télévision dictait maintenant quelles étaient les tendances à l'industrie du jeu pour faire des jeux, parce que c'était tellement hypnotique pour les gens qu'il fallait maintenant suivre la cadence. C'était la même chose pour les films, d'autant plus que Ben Hur est le premier film de l'histoire des Oscars à avoir remporté autant d'Oscars. Ouais, c'est ça, exact. C'était quand même pas n'importe quoi. Il a été battu par Titanic, probablement. Il a été égalisé par Titanic. Je ne pense pas que le record de 11 a été dépassé. Il y a eu Titanic, il y a eu 11, il me semble, et le troisième volet de Seigneur des Anneaux a eu ça aussi. Et ben là, Pierre, t'as titillé ma curiosité sur le jeu Verdict. Est-ce que le jeu d'avocat, là, donc on avait parlé de Avalon Hill, est-ce que c'est un bon jeu, ça? J'aurais bien du mal à te le dire. Ok. Je n'ai pas essayé Verdict. C'est bon, ben c'est à suivre parce que ça a l'air quand même quelque chose d'assez particulier comme jeu. Oui, ça, c'est définitivement particulier pour un jeu de 1959. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que t'en parlais tantôt, mais c'est l'année que c'est sorti comme U-Boat que tu parlais aussi des jeux de cette année-là. Fait que quand même assez fast pour Avalon Hill. Oui, Avalon Hill avait le vent dans les voiles. Et on verra plus tard, probablement dans la prochaine émission en fait, à quel point le vent était dans les voiles et à quel point l'histoire aussi n'était pas que vent dans les voiles. Moi, je regarde seulement les pochettes, en fait, les boîtes de Avalon Hill de cette époque. Et elles sont toutes le même design. Juste une palette de couleurs distinctes. Oui, c'est ça. C'est la sobriété. La sobriété à son maximum. On change pas de recette gagnante. La bonne époque. La distinction absolue avec le jeu commercial. Exact. Excellent. Ben, messieurs, Antoine, Pierre, merci beaucoup. À la maison, merci beaucoup de votre écoute. C'est la nouvelle formule pour la saison 12 de Balado Ludique. On va traverser les années comme ça. Des épisodes d'à peu près 1h30. Comme vous pouvez voir, on est rendu raisonnable, on est rendu un peu plus organisé dans nos propos. On enregistre quand même cet épisode-là à une heure assez tardive, donc des fois vous avez peut-être senti un peu cette heure tardive, mais sinon ça en fait bien plaisir d'être avec vous, messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Simon, merci Pierre. Merci messieurs.